j'ai commencé à étudier l'effondrement de l'âge du bronze tardif, je m'attendais aux explications conventionnelles. Invasion barbare, changement climatique, les mystérieux peuples de la mer. Mais en examinant les photographies des sites archéologiques de Mycène, Hattusa et Ougarit, j'ai découvert quelque chose d'impossible. Toutes ces civilisations, séparées par des milliers de kilomètres, parlant des langues différentes, utilisant des systèmes d'écriture distincts, se sont effondrées dans la même génération. Les couches de destruction datent toutes d'une fenêtre précise de 50 ans, entre 1250 et 1200 avant notre ère. Les palais brûlaient selon des motifs identiques. Les signatures d'abandon étaient synchronisées. Cette illusion d'explication simple s'est effondrée quand j'ai vu les repas inachevés encore sur les tables. Ces civilisations ne sont pas tombées séparément. Quelque chose les a toutes coupées en même temps, de quelque chose qu'elles partageaient toutes. Je m'attendais à trouver une chronologie dispersée, reflétant un déclin progressif sur plusieurs siècles. Mais ce que j'ai trouvé, c'était une synchronisation impossible. J'ai commencé par cataloguer les dates de destruction à travers toute la Méditerranée de l'âge du bronze. Mycène en Grèce, couche de destruction datée entre 1200 et 1180 avant notre ère. Hattusa en Anatolie, citale de l'Empire hittite, abandonnée brutalement vers 1200. Ougarit en Syrie, détruite par le feu aux alentours de 1190. Pylos dans le Péloponnèse, brûlée complètement vers 1180. Les photographies de stratigraphie comparative du British Museum montrent des couches de cendres identiques. Pas similaires, identiques. Les dépôts d'abandon contiennent les mêmes signatures matérielles. La céramique s'arrête au même style. Les graphiques de chronologie démontrent une terminaison soudaine, nette, simultanée. Quand j'ai examiné les études de datation précises, l'impossibilité est devenue flagrante. Plus de 3000 kilomètres séparent ces sites. Pourtant, les palais fonctionnaient normalement une génération, puis plus rien la suivante. Pas de phase intermédiaire. Pas de période où les systèmes auraient lutté, décliné progressivement. Non. Un instant, ils administraient des empires complexes. L'instant suivant, ils étaient abandonnés. Les tablettes en linéaire B découvertes à Pylos décrivent des systèmes administratifs fonctionnels, puis cessent brusquement, parfois au milieu d'une phrase. La correspondance ougaritique montre des échanges diplomatiques actifs avec l'Égypte, Chypre, la Mésopotamie, puis le silence. Pas de réduction graduelle du volume de correspondance. Pas de signe d'avertissement dans le contenu des lettres. Juste un silence immédiat à travers tout le réseau civilisationnel. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Les preuves pré-effondrement montraient des systèmes de mesure partagés entre toutes ces civilisations. Les proportions architecturales étaient identiques du palais de Knossos en Crète au temple hittite. Les calendriers de festivals étaient synchronisés. Les réseaux commerciaux maritimes fonctionnaient comme une infrastructure intégrée, coordonnée. Ce n'étaient pas des civilisations séparées tombant indépendamment. C'étaient des nœuds dans un système unifié. Et c'est là que le motif est devenu indéniable. Elles n'ont pas été envahies. Elles ont été déconnectées. De quoi ? Je m'attendais à trouver des fortifications primitives, des constructions basiques adaptées à des sociétés de l'âge du bronze. Mais ce que j'ai découvert en examinant l'architecture palatiale, c'était de l'ingénierie de précision qui n'aurait pas dû exister. J'ai commencé par les plans architecturaux de Knossos. Le système de gestion de l'eau était sophistiqué. Plusieurs étages avec plomberie interne, distribution d'eau sous pression. Des photographies d'excavation montrent des canaux hydrauliques intégrés dans les doubles murailles de Hattusa. Les systèmes de citernes mycéniennes démontraient une compréhension avancée de la circulation par pression. Les diagrammes d'ingénierie que j'ai trouvés dans les publications archéologiques révèlent des calculs de flux et de pression. Ces civilisations auraient eu besoin de connaissances mathématiques avancées pour concevoir ces systèmes. Pourtant, officiellement, elles ne possédaient que des outils en bronze, pas de poulies, pas de notation mathématique pour les calculs hydrauliques. Des structures de plusieurs étages avec plomberie interne, livraison d'eau pressurisée, système de prévention de débordement, chambres acoustiques conçues pour amplifier des fréquences spécifiques. Tout cela supposément construit par des populations que nous décrivons comme primitives. Et voici ce qui m'a vraiment troublé. Aucun document de construction n'existe.
Les palaces apparaissent simplement dans le registre archéologique, complètement formés, aux alentours de 1600 avant notre ère. Pas de preuves d'expérimentation, pas de prototypes ratés, pas de développement technologique graduel menant au système sophistiqué qu'on trouve dans les ruines, comme si cette connaissance n'avait pas été inventée, mais héritée. Quand j'ai continué à creuser, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus étrange. Les plans de ces palais suivaient des principes géométriques identiques, des ratios sacrés, des proportions harmoniques. Les mêmes principes qu'on retrouve dans des structures bien plus tardives, des structures attribuées à ce que certains appellent l'architecture tartarienne. Les réseaux hydrauliques suggéraient une compréhension de l'eau comme énergie, pas simplement comme ressource. Le même système, exprimé plus tôt, pas une invention de l'âge du bronze, mais une application d'une connaissance préexistante. Ces constructions n'étaient pas des forteresses primitives, elles étaient des terminaux. Connectés à quel réseau ? Je m'attendais à trouver des preuves d'une conquête militaire massive, l'explication officielle de l'effondrement, les peuples de la mer, ces envahisseurs mystérieux qui auraient détruit la civilisation méditerranéenne. Mais ce que j'ai découvert, c'est un ennemi sans trace matérielle. Les reliefs du temple de Médine Abou en Égypte montrent des batailles détaillées contre les peuples de la mer. Les images sont précises, dramatiques. Pourtant, après 150 ans d'archéologie intensive, pas un seul navire de ces envahisseurs n'a été découvert. Pas une seule arme de leur technologie supposément supérieure. Pas un établissement, pas une colonie, pas une trace génétique dans les populations post-effondrement. Comment une force maritime nomade aurait-elle pu détruire simultanément des complexes palatials fortifiés à travers toute la Méditerranée ? Où sont leurs bases, leurs chantiers navals, leurs forteresses ? Rien. Absolument rien dans le registre archéologique. Les documents égyptiens décrivent les peuples de la mer en détail. Leurs vêtements, leurs armes, leurs tactiques. Mais ils ne fournissent aucun point d'origine. Pas de précédent diplomatique. Pas de mentions antérieures dans les archives qui remontent sur des siècles. Ils apparaissent soudainement dans le registre historique comme une force apocalyptique, complètement formée, puis disparaissent complètement sans laisser aucune trace matérielle. Pourquoi un envahisseur qui aurait conquis des dizaines de royaumes ne laisserait-il aucun artefact ? Comment des dizaines de milliers de guerriers maritimes ne produiraient-ils pas une seule épave de navire identifiable ? Pourquoi n'aurait-il établi aucune colonie sur les territoires conquis ? Et c'est là que j'ai commencé à voir un motif différent. Les descriptions des peuples de la mer correspondent à des populations déplacées, des réfugiés. Pas une force d'invasion organisée, mais des gens fuyant quelque chose. Des groupes cherchant des terminaux fonctionnels d'un réseau hydraulique architectural qui avait soutenu la civilisation, maintenant inexplicablement hors ligne. Les peuples de la mer n'étaient pas la cause, ils étaient le symptôme. De quelle rupture ? Je m'attendais à trouver un déclin progressif de l'alphabétisation, une simplification graduelle des systèmes d'écriture. Mais ce que j'ai découvert, c'était une amnésie collective instantanée. Le linéaire B, le système d'écriture administratif utilisé à travers tout le monde mycénien, cesse brusquement, au milieu de tablettes sur plusieurs sites simultanément, et il ne sera jamais récupéré pendant plus de 3000 ans. Les photographies des dernières tablettes de linéaire B provenant de Pylos, Mycène et Knossos montrent des documents incomplets, des listes administratives inachevées, des inventaires à moitié écrits. Les vitrines de musées exposent ces tablettes d'argile, préservées ironiquement par les incendies qui ont détruit les palais où elles étaient stockées. Une tablette de Pylos liste des rameurs pour les navires de guerre, puis s'arrête. Une autre énumère des rations de blé pour les travailleurs, la dernière ligne incomplète. À Mycène, un inventaire d'armes cesse au milieu d'un mot. Comment une classe administrative alphabétisée oublie-t-elle simultanément son système d'écriture à travers toute une civilisation ? Ce n'était pas une simplification graduelle, c'était une discontinuité complète, comme si une amnésie collective avait sectionné la transmission culturelle instantanément. Et voici ce qui rend cela vraiment impossible. Aucun script de transition n'existe entre le linéaire B, utilisé de 1450 à 1200 avant notre ère, et l'alphabet grec qui apparaît bien plus tard, aux alentours de 800 avant notre ère. 400 ans. Un vide documentaire complet que les historiens appellent pudiquement l'âge sombre grec. Pendant 4 siècles,
l'alphabétisation disparaît complètement. Pas d'inscription sur pierre, pas de graffiti décontracté, pas de marque de potier, silence total. Puis soudainement, l'écriture réapparaît sous une forme complètement différente, alphabétique plutôt que syllabique, empruntée aux Phéniciens comme si les Grecs devaient réapprendre l'alphabétisation depuis zéro. Quand j'ai examiné le contenu des tablettes de linéaire B, j'ai remarqué quelque chose de révélateur. Elles ne contenaient pas de littérature, pas de mythologie, pas de philosophie, seulement de l'administration. Des comptes détaillés de ressources hydrauliques, des divisions géométriques de terre, des systèmes de récolte coordonnés, un langage administratif pour gérer une infrastructure intégrée, pas des cités-États indépendantes. Le script est mort quand le système qu'il documentait a cessé de fonctionner. Ils n'ont pas arrêté d'écrire parce que la civilisation s'est effondrée. La civilisation s'est effondrée parce que le système que l'écriture décrivait a été éteint. Et cela nous amène à la question qu'aucun archéologue ne veut poser. Quel système, exactement, nécessitait ce niveau de coordination à travers 3 continents? Ce qui est exactement là où commence le chapitre suivant. Je m'attendais à trouver des projets d'irrigation localisés, des systèmes d'eau indépendants adaptés à chaque région. Mais ce que j'ai découvert en cartographiant une infrastructure de gestion de l'eau de l'âge du bronze, c'était un réseau hydraulique synchronisé connectant les centres palatiales à travers des canaux précisément conçus, des citernes et des systèmes de pression, fonctionnant comme un réseau d'utilité unifié. Les relevés archéologiques des systèmes d'eau mycéniens montrent une ingénierie sophistiquée. Les aqueducs minoens démontraient des calculs d'élévation coordonnés. Les canaux souterrains hittites utilisaient des dimensions de tuyauterie standardisées. Les photographies de documentation d'ingénierie révèlent des mécanismes de débordement en réseau. Comment des royaumes supposément indépendants auraient-ils coordonné la gestion de pression en temps réel? L'équilibrage de flux saisonniers nécessite une synchronisation à l'échelle du système. Cela suggère une autorité d'ingénierie centralisée gérant la distribution d'eau à travers ce que nous considérons comme des territoires séparés. Et voici ce qui m'a vraiment frappé. Une infrastructure hydraulique détaillée existe dans le registre archéologique, mais 0 manuel de construction contemporain ne survit. Pas de document d'entretien, pas de traité d'ingénierie, comme si cette connaissance était pratique, héritée, plutôt que documentée ou inventée. Quand j'ai continué à creuser dans les publications techniques, j'ai remarqué que les réseaux hydrauliques de l'âge du bronze utilisaient des principes identiques à ceux des systèmes tardifs attribués à l'architecture tartarienne. L'eau comme médium énergétique, gestion de pression géométrique, optimisation de flux harmoniques. Le même fondement technologique, juste une expression temporelle différente. Pas une évolution, un héritage. Les systèmes de citernes à Mycène descendaient à plusieurs niveaux souterrains, connectés par des canaux qui maintenaient une pression constante. À Pylos, les conduites d'eau utilisaient des joints si précis qu'ils fonctionnaient encore quand les archéologues les ont excavés au XXe siècle. À Knossos, le système de drainage pouvait gérer les eaux pluviales torrentielles sans débordement. Ce n'était pas de l'ingénierie primitive, c'était de l'infrastructure avancée nécessitant une compréhension de la dynamique des fluides que nous attribuons normalement à des périodes bien plus tardives. Et puis j'ai trouvé les chambres de valves, toujours fonctionnelles, toujours précises, toujours complètement inexpliquées par l'archéologie conventionnelle. Des mécanismes de régulation de pression construits dans les fondations des palais, comme si les bâtiments eux-mêmes faisaient partie d'un système hydraulique plus large. Je m'attendais à trouver une construction irrégulière, des fondations approximatives reflétant les limitations technologiques de l'âge du bronze. Mais ce que j'ai découvert en mesurant les fondations survivantes, c'était une précision mathématique dans l'orientation, la proportion et l'alignement. Des principes géométriques qui ne devraient pas exister pour des civilisations supposément dépourvues de mathématiques avancées. Les relevés architecturaux montrent une utilisation constante du ratio phi, le nombre d'or, 1,618. Les palais mycéniens, les structures minoennes, les temples hittites, tous incorporaient cette proportion. Les alignements astronomiques étaient précis aux fractions de degrés. Les orientations vers les solstices, les équinoxes, les levées stellaires spécifiques. Les données de mesure laser des fouilles modernes révèlent une précision au centimètre près dans le placement des fondations. À travers des sites séparés par des centaines de kilomètres,
Comment? Les structures devaient être alignées sur des événements célestes avec une précision nécessitant des observations astronomiques multigénérationnelles et des calculs trigonométriques. Ces capacités sont incompatibles avec la documentation mathématique de l'âge du bronze qui survit. Les textes mathématiques sont presque inexistants. Pourtant, les bâtiments démontrent une application pratique de géométrie avancée. La connaissance était intégrée dans les structures, mais absente du registre écrit. Cela suggère une application héritée plutôt qu'une découverte contemporaine. Et voici ce qui rend cela vraiment troublant. Des principes géométriques identiques, ratio sacré, division harmonique, alignement astronomique, apparaissent dans des structures séparées par plus de 2000 ans. Les palais de l'âge du bronze et l'architecture tartarienne partagent le même ADN mathématique. Le palais de Pylos est orienté précisément vers le lever du soleil du solstice d'été. Les mégaras principaux de plusieurs sites mycéniens utilisent des dimensions identiques basées sur le ratio 2:3. Les cours centrales de Knossos démontrent des proportions géométriques qui créent des propriétés acoustiques spécifiques. Ce n'était pas décoratif, c'était fonctionnel. Les bâtiments n'étaient pas simplement des structures, ils étaient des composants d'un système plus large. Les proportions géométriques n'étaient pas symboliques, elles étaient opérationnelles. La géométrie n'était pas décorative, elle était fonctionnelle, partie de comment le système résonnait. Je m'attendais à trouver une fonction cérémonielle simple, une salle du trône pour les rituels royaux. Mais ce que j'ai découvert en examinant la conception du mégaron, la chambre centrale présente dans chaque palais majeur de l'âge du bronze, c'était de l'ingénierie acoustique, une précision géométrique et un positionnement central suggérant un but technologique plutôt que symbolique. Les plans d'étage montrent des proportions de mégarons identiques à travers les sites. Pylos, Mycène, Tirynthe, tous utilisaient les mêmes dimensions. La documentation d'analyse acoustique révèle que ces chambres amplifiaient des fréquences spécifiques tout en annulant d'autres. Les photographies des foyers centraux montrent des systèmes de ventilation sophistiqués avec des connexions à des canaux souterrains. Comment des bâtisseurs de l'âge du bronze auraient-ils créé des propriétés acoustiques précises? Cela nécessite une compréhension de la résonance harmonique et de l'acoustique architecturale supposément pas développée pour 2000 ans supplémentaires. Chaque mégaron avait la même configuration. Un foyer circulaire central, 4 colonnes en support, des proportions spécifiques entre longueur et largeur. L'investissement architectural était énorme. Le palais entier était construit autour de cette chambre. Pourtant, aucun texte de l'âge du bronze n'explique la fonction du mégaron au-delà de salle du trône. La fonction était évidente dans la structure, mais absente de la documentation. Comme si le but était évident pour les bâtisseurs, ne nécessitant aucune explication. Et c'est là que j'ai remarqué le motif. Les éléments de conception du mégaron, foyer circulaire central, support à 4 colonnes, proportions spécifiques, reflètent des noyaux architecturaux tardifs trouvés dans ce que certains appellent les structures tartariennes. Pas des salles du trône, mais des chambres d'interface pour un système hydraulique harmonique plus large. Les foyers centraux se connectaient à des conduits de ventilation verticaux qui descendaient profondément dans les fondations. Les 4 colonnes étaient positionnées à des points géométriques précis, pas pour un support structurel, les calculs d'ingénierie montrent que le toit aurait pu être supporté différemment, mais pour quelque chose d'autre. À Pylos, le mégaron se trouve directement au-dessus d'un système de citernes interconnectées. À Mycène, des canaux courent sous le sol du mégaron, formant un motif géométrique. À Tirynthe, le foyer central s'aligne précisément avec les chambres souterraines en dessous. Et c'est là que j'ai réalisé. Le trône n'était pas où le pouvoir siégeait, c'était où le pouvoir circulait. Je m'attendais à trouver un effet domino, une chronologie de collapse s'étendant sur des décennies ou des siècles. Mais ce que j'ai découvert en construisant une chronologie détaillée, c'était une coordination statistiquement impossible. Les événements de destruction finale sur des sites distants se produisent dans la même fenêtre de 5 à 10 ans. Des graphiques de chronologie comparative provenant d'études de datation au radiocarbone montrent une synchronisation. Les rapports de sites archéologiques démontrent des couches de destruction dans une fenêtre temporelle identique. La chronologie de la poterie révèle une cessation simultanée de style à travers la Méditerranée. Des sites séparés par des semaines de voyage dans l'Antiquité montrent des dépôts de destruction datés de la même fenêtre étroite
en utilisant plusieurs méthodes de datation indépendantes. Les statisticiens que j'ai consultés ont calculé que la probabilité de coïncidence approche l'impossibilité statistique. Mycène, détruit entre 1190 et 1180 avant notre ère. Tyrinthe, détruit 1190 à 1180. Pylos, 1180. Thèbes, 1180 à 1180. Iolcos, 1180 à 1180. En Anatolie, Troie, 7a, 1180. Atoussa, 1200. En Syrie, Ougarit, 1190. Alachia, Chypre, 1190 à 1180. Les méthodes de datation indépendantes, radiocarbone, céramique, stratigraphie, convergent toutes vers la même conclusion impossible. Une fenêtre de 10 ans maximum, à travers 3000 km, touchant des dizaines de centres majeurs. Et voici ce qui le rend encore plus étrange. Aucun récit contemporain ne décrit une attaque coordonnée ou une campagne de conquête systématique. La destruction apparaît dans le registre archéologique, mais pas dans aucune explication écrite survivante. Silence, là où la documentation devrait être la plus détaillée. Le collapse synchronisé suggère une défaillance de système centralisé plutôt qu'une conquête externe. Quand l'infrastructure primaire a échoué, tous les nœuds dépendants se sont effondrés simultanément, indépendamment de la distance. Comme une panne de réseau électrique se propageant à travers une région connectée. Si vous êtes toujours là, si vous ressentez cette même étincelle de reconnaissance que j'ai ressentie, appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Pas pour l'algorithme, mais parce que ça me dit que vous êtes l'une des rares personnes qui veulent vraiment la vérité. L'un des rares qui voit ce qui est caché entre les lignes. Parce que ce qui vient ensuite change tout ce que nous pensons savoir sur le progrès technologique. Je m'attendais à trouver une récupération graduelle après le collapse, des sociétés reconstruisant lentement à partir des ruines. Mais ce que j'ai découvert en examinant la période post-effondrement, de 1200 à 800 avant notre ère, c'était une discontinuité complète. Réduction de population, amnésie technologique et régression culturelle si sévère qu'elle défie les motifs de déclin naturel. L'analyse comparative de la poterie montre des styles sophistiqués de la fin de l'âge du bronze versus des remplacements bruts du début de l'âge du fer. Les données de peuplement révèlent une réduction de population de 90% en Grèce. 90%. Des centaines de sites occupés, abandonnés. L'absence de construction en pierre pendant 400 ans. Les populations survivantes ont apparemment oublié l'alphabétisation, l'architecture monumentale, l'ingénierie hydraulique, la technique du tour de potier, la peinture de fresques. Le niveau technologique de base tombe en dessous des niveaux maintenus pendant les 2000 années précédentes. Comme si la connaissance elle-même avait été sectionnée. Comment une civilisation entière oublie-t-elle des technologies fondamentales? Pas une simplification graduelle, un effondrement instantané de capacité. La poterie passe de vases élégants à parois minces avec décorations peintes complexes à des récipients épais faits à la main avec des motifs géométriques bruts. L'architecture passe de palais de plusieurs étages avec plomberie à des huttes ovales en pierre sans mortier. Et voici ce qui le rend vraiment troublant. Silence documentaire absolu pendant 400 ans. Pas d'inscription, pas de correspondance diplomatique, pas de documents administratifs. Pas une simplification graduelle, mais un vide total, puis une réapparition soudaine de l'écriture sous une forme complètement différente, alphabétique plutôt que syllabique. L'âge sombre représente une période où le système hérité était hors ligne, mais pas encore remplacé. Les populations survivaient sur des restes dégradés sans comprendre les principes sous-jacents. Similaire à une période post-tartarienne où la grande architecture continue brièvement, puis cesse quand l'héritage s'épuise. Les Grecs de l'âge du fer vivaient parmi les ruines cyclopéennes de l'âge du bronze, incapables de reproduire la maçonnerie. Ils utilisaient les vieux murs mycéniens, mais ne pouvaient pas construire de nouveaux dans le même style. Ils occupaient des fragments de palais, mais ne comprenaient pas les systèmes hydrauliques intégrés dans les fondations. Ils n'ont pas oublié lentement, ils ont oublié instantanément. Tous. Comme si le professeur était parti.
Je m'attendais à trouver des preuves archéologiques d'une population migrante, l'explication officielle de la transformation culturelle de la Grèce après le collapse. Mais ce que j'ai découvert en recherchant l'invasion dorienne, c'est que les Doriens apparaissent seulement dans la mythologie grecque tardive. Pas de récits contemporains, pas de culture matérielle distinctive, pas de preuves de migration. La comparaison des récits mythologiques, écrits 400 ans et plus après la supposée invasion, versus le registre archéologique montre une continuité de la génétique de population. Les études d'ADN anciens démontrent que les mêmes personnes vivaient en Grèce avant et après le collapse. La culture matérielle change, mais elle reflète une simplification, pas un remplacement. La théorie conventionnelle nécessite un remplacement de population massif pour expliquer les changements culturels. Pourtant, les études génétiques montrent une continuité de population. Les changements de culture matérielle reflètent une simplification, pas un remplacement. Comme si les mêmes personnes avaient oublié plutôt que des personnes différentes soient arrivées. Et voici ce qui démonte complètement le récit. Aucune source de l'âge du bronze ne mentionne les Doriens. Le nom apparaît pour la première fois dans des textes de la période classique, décrivant des événements 400 ans auparavant. Le récit d'invasion entier a été construit rétrospectivement pour expliquer une discontinuité qui nécessite en réalité une explication différente. Pourquoi les Grecs classiques auraient-ils inventé les Doriens ? Parce qu'ils avaient besoin d'expliquer pourquoi leurs ancêtres vivaient dans des palais magnifiques avec de la plomberie et de l'art sophistiqué, tandis qu'eux-mêmes avaient recommencé avec des huttes en pierre. Plus facile de blâmer des envahisseurs que d'admettre une dépendance civilisationnelle sur une infrastructure qui n'était plus comprise. Le même motif apparaît dans les récits d'effacement tartariens. Quand les systèmes hérités s'effondrent et que personne ne comprend comment ils fonctionnaient, les récits d'invasion ou de conquête émergent pour expliquer la discontinuité. Les récits externes masquent l'échec interne. Les Doriens n'étaient pas des envahisseurs militaires d'un territoire inconnu du Nord. Ils étaient des Grecs, les mêmes personnes qui avaient toujours été là, essayant d'expliquer leur propre histoire après 4 siècles d'âge sombre, essayant de comprendre pourquoi ils vivaient dans des ruines qu'ils ne pouvaient pas reproduire. Les Doriens n'étaient pas des envahisseurs, ils étaient des survivants, essayant d'expliquer pourquoi leurs grands-parents vivaient comme des dieux et que eux vivaient dans des ruines. Je m'attendais à trouver une perturbation graduelle, des routes commerciales se déplaçant lentement au fur et à mesure que les conditions politiques changeaient. Mais ce que j'ai découvert en cartographiant les routes commerciales maritimes de l'âge du bronze, c'était une cessation instantanée du commerce à longue distance. L'étain d'Afghanistan, le cuivre de Chypre, l'ambre de la Baltique, tous cessent de circuler simultanément vers les centres méditerranéens. Les cartes de distribution archéologique montrent des matériaux exotiques communs dans les contextes de la fin de l'âge du bronze, complètement absents de l'âge du fer précoce. Le lapis-lazuli d'Afghanistan apparaît régulièrement dans les tombes mycéniennes jusqu'en 1200, puis disparaît pendant des siècles. L'ambre de la Baltique, l'ivoire d'Afrique, l'étain de Cornwall ou d'Asie centrale, tous ces matériaux cessent simultanément d'atteindre la Méditerranée orientale. Les données d'épaves montrent la cessation du commerce maritime. Des dizaines d'épaves de l'âge du bronze tardif ont été trouvées, comme le célèbre navire Doulou Bourhan transportant 10 tonnes de cuivre et 1 tonne d'étain. Puis après 1200, presque rien pendant des siècles. Comment un réseau commercial intégré couvrant de l'Asie à l'Atlantique, nécessitant des ports coordonnés, des poids et mesures standardisés, une infrastructure diplomatique et des connaissances de navigation, cesse-t-il de fonctionner du jour au lendemain? Comme si un système de coordination centralisé s'était effondré. Les archives diplomatiques de l'âge du bronze, les lettres d'Amarna, les traités hittites, montrent une administration du commerce international sophistiquée. Les rois échangent des lettres sur des livraisons de cuivre spécifiques. Des marchands ont des agents dans des ports étrangers. Les routes commerciales sont documentées dans les textes administratifs. Puis le silence. Pas de période de transition, pas de documents de route perturbés. Juste une cessation complète, comme si le cadre de coordination entier s'était évanoui. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de crucial. Le réseau commercial n'était pas simplement commercial, mais une infrastructure logistique pour maintenir le système hydraulique architectural. Les matériaux exotiques n'étaient pas des biens de luxe, mais des composants fonctionnels. L'étain était essentiel pour le bronze, oui,
Mais le lapis, l'ambre, des minéraux spécifiques, ces matériaux avaient des propriétés spécifiques, peut-être électriques, peut-être acoustiques, peut-être nécessaires pour le fonctionnement du système. Quand le système a échoué, les chaînes d'approvisionnement qui l'alimentaient sont devenues inutiles et se sont effondrées. Pas de demande, pas de route, pas de commerce. Et c'est là que la question est devenue inévitable. Qu'échangeait-il vraiment? Des marchandises ou de la connaissance? Et cela nous amène à la question finale. Si le collapse de l'âge du bronze était un reset, qu'est-ce qui a été exactement réinitialisé? Quel système nécessitait ce niveau de coordination, a laissé cette échelle de preuve, pourtant a disparu si complètement que nous l'appelons encore mythologie? Ce qui est exactement là où commence le chapitre 13. Je m'attendais à trouver que les Grecs classiques se considéraient comme des innovateurs originaux, créateurs de philosophie et de démocratie. Mais ce que j'ai découvert en examinant la civilisation grecque classique, c'est que les Grecs eux-mêmes se décrivaient explicitement comme des héritiers d'une connaissance de l'âge d'or perdu. Leurs propres textes admettent qu'ils travaillaient avec des fragments d'une civilisation prédécesseur supérieure. Les textes classiques décrivent des civilisations avancées perdues. Les récits de l'Atlantide de Platon, les âges de l'homme d'Hésiode, décrivant un âge d'or d'abondance et de technologie suivi d'un déclin. Hérodote sur l'Antiquité égyptienne, les prêtres égyptiens lui disant que la civilisation grecque se lève et tombe de façon répétée. L'architecture des temples grecs est clairement construite au-dessus de fondations de l'âge du bronze. Le Parthénon se dresse sur l'acropole mycénienne. Les temples à Delphes, Éleusis, Épidore, tous construits sur des sites de l'âge du bronze avec des murs cyclopéens visibles. Les Grecs réutilisaient la maçonnerie de l'âge du bronze qu'ils ne pouvaient pas reproduire. Les Grecs eux-mêmes attribuaient les murs mégalithiques de l'âge du bronze aux géants, aux cyclopes. Pourquoi ? Parce qu'il manquait de technologie pour déplacer des pierres de cette taille. Une admission ouverte de régression technologique. La civilisation classique réalisant l'alphabétisation, la philosophie, la démocratie tout en étant simultanément incapable d'égaler les techniques de construction de prédécesseurs supposément primitifs. Les philosophes grecs référencent explicitement des bibliothèques perdues, de la connaissance détruite, une transmission brisée. Platon mentionne des prêtres égyptiens affirmant que la civilisation grecque se lève et tombe de façon répétée, chaque itération oubliant la précédente. Des lacunes de connaissances reconnues dans les sources anciennes, mais écartées par les historiens modernes. La relation grecque à l'âge du bronze reflète la relation du XIXe siècle à l'architecture tartarienne. Des héritiers prenant des restes pour des créations originales, tentant de reproduire sans comprendre les principes sous-jacents, simplifiant graduellement jusqu'à ce que l'héritage soit épuisé. Les Grecs savaient qu'ils étaient des héritiers. Nous sommes ceux qui ont oublié, 2 fois. Une fois après le collapse de l'âge du bronze, une seconde fois en oubliant que le collapse lui-même s'était produit. Je m'attendais à synthétiser des preuves suggérant une simple perturbation historique. Mais ce que j'ai découvert en assemblant toutes les pièces, c'est que la civilisation de l'âge du bronze n'était pas une collection de royaumes indépendants, mais un système hydraulique, géométrique, harmonique, intégré. Une infrastructure en réseau opérant comme un organisme technologique unifié. Le collapse n'était pas une invasion, mais une défaillance de système. Les cartes composites superposant les réseaux hydrauliques, les alignements géométriques, les routes commerciales et les motifs de destruction révèlent un motif. Tout se connecte. Les citernes de l'âge du bronze scellées, les canaux enterrés, les excavations modernes trouvant continuellement une infrastructure plus sophistiquée sous des suppositions primitives. Le motif de preuve est impossible à réconcilier avec le récit conventionnel de développement graduel. Ingénierie simultanément sophistiquée, collapse synchronisé, perte de connaissances complète, régression technologique instantanée. Cela suggère une dépendance sur un système centralisé plutôt qu'une innovation indépendante. Et voici le motif le plus révélateur, ce qui reste enterré. Les Grecs, Romains et Byzantins ont construit au-dessus des fondations de l'âge du bronze sans excaver, comme s'ils préservaient délibérément quelque chose en dessous. L'archéologie moderne est restreinte d'excaver certaines zones de palais pour des raisons de préservation. Qu'est-ce qui reste en dessous que nous ne sommes pas autorisés à voir ? Les zones les plus sophistiquées sont celles scellées en premier.
Les chambres avec l'ingénierie la plus avancée sont les plus difficiles d'accès. Les systèmes hydrauliques les plus complexes restent non excavés, presque comme si chaque civilisation successive recouvrait délibérément les preuves de ce qui était venu avant. Le système de l'âge du bronze représente une itération antérieure de la même infrastructure que Tartaria a hérité et maintenue. Réseau hydraulique, architecture géométrique, ingénierie harmonique opérant comme un réseau unifié. Le collapse de 1200 avant notre ère reflète l'effacement tartarien ultérieur. Le même motif, un cycle différent. C'était le premier grand reset, le moment où l'humanité a oublié qu'elle vivait à l'intérieur d'une technologie héritée et a commencé à appeler les restes mythologie. Les citernes restent scellées sous Mycène, les canaux s'étendent sous Knossos, non cartographiés. Les fondations à Hattusa descendent plus profond que ce que toute excavation a atteint. Qu'est-ce qui repose encore en dessous? Quels autres resets avons-nous oubliés? Combien de fois cela s'est-il produit? Et si notre propre civilisation est aussi un héritage que nous avons pris pour une innovation? Si les motifs que j'ai trouvés dans l'âge du bronze ne sont pas uniques, mais cycliques? Si l'humanité monte et descend de façon répétée, chaque itération oubliant la précédente, appelant l'épreuve impossible parce que nous ne comprenons plus les principes? Parce que si c'est ce qui a survécu sous les ruines de l'âge du bronze, imaginez ce qui dort encore sous le reste.